Quel avenir pour l'humanité? Où est-ce qu'on sera dans 10 000 ans, 1 million d'années, voire même 1 milliard d'années? Plus on avance, et plus le temps passe. Le temps, c'est cette loi fondamentale qui pousse l'univers à vieillir inlassablement. On est comme prisonnier de son existence, et on est incapable de ralentir la trajectoire du temps. Et si on se dirigeait tout droit vers la fin de l'humanité, voire même la fin de l'univers? Alors, ce serait quoi notre avenir? Si l'univers venait à s'éteindre, il entraînerait alors dans sa chute tous les astres et les objets que nous connaissons aujourd'hui. Que ce soit les étoiles, les trous noirs, les planètes ou même encore les comètes. Rien ne pourrait y échapper. Et nous, l'humanité, on ne sera pas l'exception. Juste avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose. J'aimerais remercier Nayan qui a rejoint la chaîne récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et à me soutenir, donc vraiment merci beaucoup pour ça. En plus récemment on a passé les 300 000 abonnés, donc vraiment merci infiniment. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre la chaîne, la soutenir et bénéficier d'avantages exclusifs comme voir les vidéos en avance, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. C'est sous la forme de 3 abonnements, ça me soutient beaucoup et merci à ceux qui le feront. Je vous embête pas plus avec ça, on est parti pour suivre l'avenir de l'humanité. La vie, comme tout dans l'univers, n'est présente que pendant un court laps de temps, à l'échelle de l'univers. Ce qui entraîne des idées, des théories ou encore des complots concernant la fin de la vie sur Terre. Mais plus spécifiquement, ce qui mettra fin à notre ère, à l'ère de l'humanité. Mais vous me direz alors, pourquoi réfléchir à la fin de l'humanité? Bon, je sais qu'imaginer la fin de l'humanité peut sembler une pensée un peu sombre, mais c'est aussi profondément captivant. Parce qu'en explorant cette question, on s'interroge aux limites de notre propre existence. En fait, penser à notre fin nous pousse à mieux comprendre notre place dans ce vaste univers. Et pourtant, cette réflexion, eh bien, elle dépasse largement le cadre d'une simple peur ou curiosité morbide. Elle soulève des questions fondamentales. Sommes-nous une espèce capable de survivre à des défis titanesques? Pouvons-nous transcender les limites de notre planète ou sommes-nous condamnés à disparaître comme beaucoup d'espèces vivantes avant nous? Réfléchir à la fin, c'est aussi aller au-delà des émotions immédiates pour adopter une approche rationnelle et scientifique. Mais ça implique de comprendre les mécanismes qui régissent notre univers et identifier les dangers auxquels nous sommes confrontés. Et les dangers peuvent être internes, comme une crise écologique ou technologique par exemple, ou externes, comme des menaces cosmiques. Chaque réflexion sur les scénarios de fin de l'humanité est une leçon d'humilité. En tant qu'espèce, on est confronté à des forces ou des phénomènes qui nous dépassent largement, comme des supernovas, des trous noirs, ou même l'expansion accélérée de l'univers. Tout ça, ces phénomènes nous rappellent à quel point notre existence est fragile. Mais elles nous poussent aussi à innover, à anticiper et à construire un avenir où la fin pourrait être repoussée, voire évitée. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, l'univers est un théâtre grandiose où se confrontent les lois de la physique et le hasard. Des forces fondamentales qui n'auraient plus de sens si on en modifiait leur valeur de 0,00001. Revenons sur Terre. Là où prospère pour l'instant l'humanité. Si on s'intéresse un peu à l'histoire de notre planète, on se rend vite compte de plusieurs choses. Mais surtout, que des extinctions massives se sont déjà produites sur Terre. Mais quelles en étaient la cause? Pourquoi ces espèces ont-elles disparu? Eh bien, d'après ce qu'on sait, ce serait principalement à cause de facteurs cosmiques, comme la chute d'astéroïdes ou les rayonnements gamma. Ça, c'était pour quand le ciel était notre principale menace. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Parce que oui, notre survie dépend aujourd'hui aussi de la manière dont nous interagissons avec notre propre environnement et notre capacité à nous adapter à ces environnements-là. L'exploration spatiale par exemple, c'est pas une simple aventure technologique ou une aventure pour rassasier notre curiosité. Non, en fait, c'est une quête existentielle. En sortant des limites de notre planète, on cherche non seulement des ressources ou un refuge, mais aussi des réponses. Si notre univers est si vaste, est-ce qu'on peut croire que notre fin, ici sur Terre, sera définitive? Eh bien, c'est précisément là qu'on débute un voyage à la croisée de la science, de la philosophie et de l'espoir. Parce que oui, quand on étudie les scénarios possibles de la fin de l'humanité, on se retrouve à la fois croisé de disciplines variées. La science nous offre des outils pour comprendre les menaces et envisager des solutions. La philosophie, elle, nous pousse à réfléchir sur le sens de notre existence et sur ce que signifie le terme finir. Et enfin, l'espoir nous donne l'énergie de chercher des réponses et bâtir un avenir meilleur. La question n'est pas seulement de savoir comment nous finirons, mais comment nous vivons aujourd'hui pour repousser cette fin? Peut-être comme le phénix, l'humanité a la capacité de renaître de ses cendres et de transformer chaque défi en une opportunité d'évolution. Et ces défis, ils vont surtout sous forme de menaces pour notre existence. Certaines sont dues au pur hasard alors que d'autres seront le futur résultat de nos actions. Mais on va commencer par un type de menace dont on ne pourra jamais rien faire, les menaces cosmiques. Parce que s'il y a bien quelque chose à retenir sur l'univers, c'est qu'il est fascinant, mais surtout impitoyable. Depuis la naissance de notre planète,
des événements cosmiques ont façonné son histoire et menacé l'existence de la vie. Mais aujourd'hui, l'humanité se pose une question cruciale. Jusqu'à quand pourrons-nous survivre face aux dangers de l'espace? Certaines menaces sont lentes et progressives, comme l'expansion de l'univers. Mais c'est pas le cas de toutes les menaces. D'autres pourraient survenir brutalement, comme l'impact d'un astéroïde ou une explosion stellaire proche. On va voir ces différents types de menaces cosmiques qui pourraient potentiellement mettre fin à notre civilisation, voire l'humanité tout entière. Et on va commencer tout de suite avec une bombe cosmique en attente, l'impact d'un astéroïde. Bon, déjà les astéroïdes sont des vestiges de la formation du système solaire. Et comme nos recherches nous l'ont apprise, la Terre en a subi les conséquences plusieurs fois dans son histoire. L'un des événements les plus connus, c'est l'impact de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Ou plutôt en partie, puisqu'ils étaient déjà en voie d'extinction. Cet astéroïde mesurait environ 10 km de diamètre, mais son impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, soulevant d'énormes quantités de poussière qui ont obscurci le ciel pendant des centaines d'années, provoquant alors un effondrement climatique global. Mais Chicxulub n'est pas le seul astéroïde à avoir rencontré la Terre. Non, en fait, il y a d'autres cratères d'impact qui témoignent l'historique violent de ces événements destructeurs. Les 3 cratères les plus connus sont très dispersés à la surface du globe. On peut noter le cratère de Vredefort, qui se situe en Afrique du Sud et qui mesure environ 300 km de diamètre. On pense que c'est l'impact le plus dévastateur que la Terre ait subi depuis sa formation. Vous imaginez, Chicxulub a laissé derrière lui un cratère d'environ 180 km de diamètre, et son impact a été si puissant qu'il a provoqué le changement d'une ère. Alors l'impact d'un astéroïde laissant derrière lui un cratère d'environ 300 km de diamètre a dû être presque 2 fois plus conséquent. Mais c'est pas le seul connu qui a causé des dommages terrestres importants. Il y a aussi le cratère de Manicouagan, qui se trouve au Canada et qui mesure environ 100 km de diamètre. L'impact de celui-ci était moins bien puissant que celui de Chicxulub, mais suffisamment puissant pour changer la forme du Canada, pour toujours. Et enfin, il y a le cratère de Tunguska en Russie, et celui-là a été créé en 1908. Mais il y a un problème avec ce cratère. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. En réalité, un astéroïde ou une comète aurait explosé en altitude, brûlé dans l'atmosphère, rasant près de 2000 km² de forêt. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien en fait, un astéroïde brûle dans l'atmosphère, parce qu'il arrive à une vitesse énorme, parfois près de 100 000 km/h. En entrant, il compresse l'air devant lui et se réchauffe, à des températures extrêmes. Cette chaleur fait fondre et vaporiser la surface de l'astéroïde, créant une traînée lumineuse. Et c'est comme ça qu'apparaît une étoile filante. Si l'astéroïde est petit, il se détruit complètement, avant d'atteindre le sol. Mais s'il est gros, il peut en partie survivre et tomber sous forme de météorite. Certains explosent eux-mêmes en plein vol, comme Tunguska. En gros, l'atmosphère nous protège en brûlant et en détruisant la majorité des petits astéroïdes, avant qu'ils ne touchent la Terre. Mais quels sont les risques aujourd'hui? Actuellement, la NASA et d'autres agences spatiales surveillent des milliers d'objets géocroiseurs. Bon alors pour faire simple, un géocroiseur, c'est un objet cosmique dont l'orbite croise celui de notre planète, devenant alors un potentiel danger pour notre planète et ses habitants. Parce que si un géocroiseur venait à croiser la Terre, alors plusieurs choses pourraient se passer, en fonction d'où l'astéroïde s'écrase. Par exemple, un impact d'un astéroïde de plus de 1 km aurait des effets dévastateurs sur l'humanité. Il pourrait créer des tsunamis géants s'il tombe dans l'océan, ou à l'inverse, déformer la croûte terrestre si la vitesse et la masse de l'astéroïde sont énormes. Et dans tous les cas, il y a de grandes chances pour que la chaleur de l'impact d'un tel astéroïde produise des incendies mondiaux, ce qui pourrait alors provoquer un hiver d'impact. C'est-à-dire que des poussières créées par l'impact bloquent la lumière du soleil, perturbant la biodiversité mondiale. Ça serait un véritable effondrement des infrastructures et un pur chaos social. Mais est-ce qu'on peut vraiment éviter un impact de ce genre? Eh bien pour l'instant, oui et non. Mais on progresse plutôt bien, parce qu'on est en train de se rendre compte de la véritable menace que les astéroïdes représentent. Des projets existent pour prévenir un impact dévastateur. Par exemple le cas de la mission DART, qui a été dirigée par la NASA et qui a été envoyée en 2022. Ça a été la première tentative de déviation d'un astéroïde. Le but c'était de frapper un astéroïde qui ne passait pas sur notre chemin pour voir si on était capable de le faire en cas de réel danger. Et il y a d'autres projets et d'autres propositions. Certains de ces projets pensent au fait d'utiliser l'explosion nucléaire pour briser un astéroïde en plusieurs fragments. Les petits débris qui restent seront alors pulvérisés dans notre atmosphère, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, la dernière possibilité envisagée, c'est le tracteur gravitationnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le but, c'est d'utiliser un vaisseau pour modifier lentement la trajectoire d'un astéroïde en exploitant l'attraction gravitationnelle. Dans tous les cas, le risque est faible à court terme. Ce que je veux dire par là, c'est que la surveillance accrue qu'on fait aujourd'hui permet d'identifier les possibles prochains impacts, ceux qu'on espère pouvoir dévier
à ce moment-là. Et quoi qu'il en soit, la surveillance reste cruciale pour éviter un impact dévastateur. Mais il faut savoir que les comètes ne sont pas les seuls phénomènes cosmiques qui pourraient causer notre chute. Il y a des phénomènes beaucoup plus lointains, beaucoup plus violents. Des phénomènes qui modifient la structure même des astres qui l'entourent. De véritables explosions cosmiques cataclysmiques. Les supernovas et les sursauts gamma. Et oui, parce que aussi fou que ça puisse paraître, ces explosions peuvent causer la fin subite de l'humanité. Bon alors, qu'est-ce que c'est une supernova? Eh bien, pour faire court, c'est une explosion d'étoiles massives en fin de vie. Elle libère une quantité gigantesque d'énergie sous forme de lumière, de rayons X et de rayons gamma. Et si une explosion de ce type se produisait relativement proche de notre système solaire, à environ 50 années-lumière d'ici, elle pourrait gravement perturber la Terre. Les forts vents et rayonnements provoqués par une telle explosion pourraient tout simplement détruire la couche d'ozone, exposant alors la vie terrestre au rayonnement mortel du Soleil. Parce que oui, si vous le saviez pas encore, les rayonnements du Soleil sont mortels. Enfin, pas tous. En fait, notre Soleil émet 3 types de rayonnements ultraviolets, les UVA, UVB et UVC. Les UVC sont les rayonnements les plus violents, mais par chance, ils sont stoppés net par la couche d'ozone. Et quand je dis qu'ils sont violents, c'est réduire leurs conséquences. Parce que s'il n'y avait pas eu cette couche d'ozone, la vie à l'extérieur de l'eau, qui agit comme un filtre anti-UVC, aurait été tout bonnement possible. Parce que les UVC attaquent la seule chose commune et indispensable à tous les êtres vivants, l'ADN. Les UVB, eux, sont beaucoup moins dangereux, mais restent pas inoffensifs. Ils sont en très grande partie captés par la couche d'ozone, comme les UVC, mais certains la traversent tout de même. Et pour une peau non préparée, ces rayonnements peuvent provoquer des cancers de la peau, et d'autres réactions néfastes à la santé humaine. Et enfin, il y a les UVA, qui sont les UV les plus courants, qui s'arrêtent à la barrière épidermique, donc à la peau. Ils ne rentrent pas plus profondément dans l'organisme, comme le feraient les autres rayonnements. C'est ce qui nous permet de bronzer en été par exemple, mais n'oubliez pas quand même de mettre de la crème solaire pour les UVB. Mais bref, revenons à nos supernovas. On vient de voir qu'une explosion proche de nous pourrait causer des dommages irréparables pour l'espèce humaine, surtout par la destruction de la couche d'ozone qui modifierait le climat terrestre, ce qui aurait un gros impact sur l'évolution de la vie et de l'humanité. Et ça, c'est ce qui se passerait si la supernova était proche de nous. Mais est-ce qu'il y en a vraiment? Eh bien, d'après nos observations, 2 étoiles géantes proches pourraient exploser d'ici quelques milliers ou centaines de milliers d'années. Il y a Bételgeuse, une supergéante rouge située à environ 650 années-lumière de la Terre, et Eta Carinae, une étoile instable, qui pourrait exploser d'ici peu de temps. Alors heureusement pour nous, ces étoiles sont assez éloignées pour ne pas représenter un danger immédiat. Enfin, tout va dépendre de leur puissance. Mais passons maintenant à la pire menace cosmique, celle qui fait trembler le monde scientifique et l'univers tout entier, les sursauts gamma. Alors, faut savoir que les sursauts gamma sont encore plus dangereux qu'une supernova. Ils sont causés par l'effondrement d'une étoile hypermassive ou la fusion de 2 étoiles à neutrons. Si un sursaut gamma est produit et dirigé vers la Terre, alors autant vous dire qu'on ne va pas être nombreux à survivre. Enfin, si quelques-uns y parviennent. Déjà, une dose massive de rayonnement gamma détruirait la couche d'ozone en un instant. C'est comme si une bulle de savon éclatait d'un seul coup. Ces doses incroyablement élevées modifieraient directement l'ADN des êtres vivants. Alors non, cette surdose ne nous transformerait pas en Hulk, mais elle entraînerait plutôt des mutations et des cancers jamais vus auparavant. Et certains chercheurs pensent même qu'un sursaut gamma pourrait avoir causé une extinction de masse il y a 450 millions d'années. Et encore une fois, heureusement qu'aucun sursaut de ce type ne semble menacer la Terre pour l'instant. Enfin, de ceux qui sont connus. Bon, on a vu le tour des différents phénomènes cosmiques pouvant provoquer l'effondrement de la civilisation humaine. Les comètes, les astéroïdes, les explosions cosmiques et les sursauts gamma. Mais il y a autre chose qui nous détruirait à coup sûr. La fin de l'univers lui-même. Alors bien sûr, là on va considérer que l'humanité puisse survivre jusqu'à la fin de l'univers. Ce qui n'est pas dit. Mais si vous êtes intéressé par ce sujet, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, où je parle du temps dans l'univers. Comme ça, vous pourrez voir comment l'univers va disparaître. Bon, avec tout ce qu'on a vu, est-ce que c'est maladroit de penser que l'univers est notre plus grand ennemi? L'humanité fait face à des menaces cosmiques bien réelles, qu'il s'agisse d'un impact d'astéroïdes, d'une explosion stellaire, ou même de la mort ultime de l'univers. Notre existence est loin d'être garantie. Pourtant, on a déjà commencé à chercher des solutions. Observer, comprendre, anticiper. Notre survie repose sur notre capacité à maîtriser les forces de l'univers. Peut-être qu'un jour, nous réussirons à devenir une espèce interstellaire, capable de se protéger de ces dangers et d'assurer son avenir au-delà de la Terre. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Parce qu'en plus de trouver un moyen de se protéger des menaces extérieures, la Terre elle-même, de par sa distance avec le Soleil et sa structure interne, peuvent aussi être des menaces pour l'être humain. Si certaines menaces proviennent de notre propre activité sur Terre, d'autres sont amplifiées, voire provoquées par des phénomènes cosmiques. On en a vu plusieurs juste avant. L'espace ne se contente pas d'être un décor fascinant. Il influence profondément le climat, l'environnement et même le destin ultime de notre planète. Déjà, et peut-être que vous ne le savez pas, mais les changements climatiques terrestres peuvent être d'origine cosmique. Alors c'est vrai qu'on associe souvent le réchauffement climatique aux activités humaines, surtout avec la pollution, les gaz à effet de serre ou encore la déforestation. Mais pourtant, l'espace joue un rôle majeur dans l'évolution climatique de la Terre. Plusieurs phénomènes cosmiques influencent notre climat à long terme et peuvent rendre notre planète plus ou moins habitable. Parmi ces facteurs, il y a bien sûr l'activité solaire. C'est un élément clé dans l'évolution du climat. Parce que oui, le Soleil, notre principale source d'énergie, ne brille pas toujours de la même manière. Son activité suit un cycle d'environ 11 ans, avec des phases de forte et de faible activité. Quand le Soleil est particulièrement actif, il émet plus de radiation et de particules énergétiques, ce qui peut avoir un impact direct sur notre planète. Dans ces moments-là, les conséquences possibles sur Terre sont diverses et variées. Ça peut être sous la forme de tempêtes solaires, ce qui viendrait alors perturber le climat. Mais comment c'est possible que le Soleil, à 150 millions de kilomètres, puisse avoir un impact sur notre climat? Eh bien en fait, pendant ces pics d'activité, le Soleil émet beaucoup plus de ce qu'on appelle des éruptions solaires. Il peut aussi émettre d'énormes éjections de masse coronale et envoyer des particules à grande vitesse vers la Terre. Ces particules peuvent perturber la haute atmosphère, influençant indirectement les modèles météorologiques. D'autant plus qu'une activité solaire intense pourrait légèrement réchauffer l'atmosphère. Mais s'il y a des pics d'énergie, alors il y a aussi un minimum. Une période pendant laquelle le Soleil présente une très faible activité. C'est le minimum solaire. Pendant un minimum d'activité solaire, comme le minimum de Maunder, qui s'est produit entre 1645 et 1715, la diminution du rayonnement solaire peut provoquer un refroidissement climatique. Ce phénomène a contribué à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, une période où l'Europe a connu des hivers exceptionnellement rigoureux. Mais bon, comme je l'ai mentionné, la Terre elle-même impacte notre climat, et donc notre quotidien. En réalité, elle suit un cycle, et plus précisément, le cycle de Milankovitch, une sorte de danse cosmique de la Terre dans le système solaire. Mais cette danse n'est pas parfaite, tout comme son orbite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en vérité, la Terre ne tourne pas autour du Soleil de manière totalement stable. Au fil des dizaines de milliers d'années, notre planète a subi de légers changements dans son orbite, son inclinaison et son orientation. Ces variations sont appelées cycles de Milankovitch et sont directement responsables des périodes glaciaires et interglaciaires. Ces cycles comprennent 3 grandes phases. Il y a d'abord l'excentricité, qui dure environ 100 000 ans et qui permet le changement de la forme de l'orbite terrestre, plus ou moins elliptique. Et vient ensuite l'obliquité qui s'étend sur à peu près 41 000 ans. Pendant cette période, il y a une variation assez prononcée de l'inclinaison de l'axe terrestre, ce qui influence beaucoup les saisons. Et enfin, on a la précession, qui est la période la plus courte vu qu'elle ne dure qu'environ 26 000 ans. Là, à ce moment-là, la Terre oscille comme une toupie, modifiant la répartition du rayonnement solaire à sa surface. Bon, c'est bien joli d'avoir des cycles, mais concrètement, quels sont les effets possibles sur le climat? Bon, déjà, quand la Terre est moins inclinée, les hivers deviennent plus doux et les étés plus frais, favorisant alors l'extension des glaciers. Une orbite plus circulaire entraîne une distribution plus homogène de la lumière solaire, réduisant les contrastes climatiques entre les hémisphères. Et une orbite plus elliptique peut provoquer des périodes de glaciation, en rendant les hivers plus longs et rigoureux. Donc quelque part, heureusement que l'orbite terrestre n'est pas totalement elliptique. En réalité, ces cycles montrent que le climat terrestre n'est pas figé et qu'il suit des variations naturelles sur de longues périodes. Là, on est en train de voir qu'en fait, il y a beaucoup de différents moyens de mettre l'humanité à l'épreuve. Juste par exemple en attendant que la Terre, dans son cycle, ne débute une période plus froide. Parce qu'en vrai, mettre l'humain à l'épreuve n'est pas compliqué. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que l'humanité et même la vie dépendent d'un équilibre environnemental fragile. Or, la moindre perturbation de cet équilibre pourrait déclencher un effondrement écologique aux conséquences dramatiques. Tout ça parce qu'on n'aurait pas su nous adapter à de nouvelles conditions de vie. Quand on revient un peu dans le passé de la Terre, on se rend compte que la biosphère est une bulle de vie vulnérable. Notre planète
a déjà connu 5 grandes extinctions de masse au cours de son histoire. La plupart dues à un manque d'adaptation des espèces vivantes à leur nouvel environnement. Ces extinctions de masse ont été causées par des catastrophes cosmiques comme un impact d'astéroïdes, par des bouleversements géologiques comme un volcanisme massif ou par des changements climatiques extrêmes comme des glaciations ou à l'inverse, un réchauffement brutal. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la 6e extinction de masse de la Terre. Sauf que cette fois-ci, la cause, c'est l'humanité elle-même. Cette 6e extinction se caractérise par la disparition rapide d'espèces animales et végétales, la destruction des écosystèmes et la pollution généralisée, qu'elle soit à la base de plastique, de CO2 ou de pesticides. Et en faisant ça, on se tire une balle dans le pied, en pleine course pour la survie. Parce que le problème, c'est qu'on est complètement dépendant de cette biosphère. Si elle s'effondre, nous perdrons notre principale source de survie avec elle. Et même si cette biosphère est primordiale, elle n'est pas la seule chose indispensable aux humains. Non, parce qu'il y a aussi notre dépendance à des conditions climatiques précises. Comme on le sait, l'humanité s'est développée dans un climat relativement stable, depuis environ 10 000 ans. C'est grâce à cette stabilité qu'on a pu inventer l'agriculture, les villes et les civilisations modernes. Mais que se passerait-il si ce climat venait à changer trop rapidement? Eh bien, ce serait pas beau à voir. Par exemple, un réchauffement brutal provoquerait des sécheresses, une montée des eaux et une pénurie alimentaire. A l'inverse, une glaciation soudaine rendrait certaines régions inhabitables. Des tempêtes et des ouragans extrêmes détruiraient des infrastructures essentielles. En fait, ce dont il faut faire attention, c'est à la vitesse du changement climatique. Parce que si l'environnement évolue plus vite que notre capacité d'adaptation, notre civilisation pourrait s'effondrer aussi vite qu'elle s'est formée. Mais on va supposer que tout va bien. Même si l'humanité parvient à survivre aux menaces climatiques et écologiques, un autre problème se pose. La Terre elle-même finira par disparaître. Et tout ça parce que notre Soleil condamne notre planète. Parce que oui, si le Soleil suit un cycle de 11 ans, ça veut dire que c'est une étoile en évolution. Aujourd'hui tout va bien, il est dans une phase stable, mais dans environ 5 milliards d'années, il entrera dans sa phase de géante rouge, l'entraînant alors vers une mort certaine. Mais qu'est-ce qu'il va se passer concrètement? Eh bien, d'après nos prévisions, dans environ 1 milliard d'années, l'augmentation de la luminosité solaire fera bouillir les océans et rendra la Terre inhabitable. La Terre sera comme Mars aujourd'hui, une terre sèche, aride et complètement défavorable à la vie telle qu'on la connaît. Dans 5 milliards d'années, le Soleil gonflera et engloutira probablement Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Après sa mort, il deviendra une naine blanche, un corps rocheux inerte, brillant de la même intensité que la Lune, seule trace de la chaleur de l'étoile morte. Cette petite boule rocheuse extrêmement dense, vouée à refroidir petit à petit, laissera derrière elle un système solaire sombre et totalement désorganisé. Un système solaire mort. Moralité de l'histoire, si nous voulons survivre, nous devrons quitter la Terre, bien avant ce moment. Mais est-ce qu'on peut vraiment réussir à s'échapper avant la fin? Eh bien l'humanité a quelques options. Elle peut très bien coloniser Mars ou les lunes de Jupiter et Saturne. Mais on peut aussi déménager sur une exoplanète habitable, autour d'une autre étoile, ou bien construire des vaisseaux générationnels pour voyager entre les étoiles. Et pour ce qui est de quitter la Terre de manière définitive, seul le futur à long terme nous le dira. Bon, en gros, notre avenir dépend de nous. L'humanité fait face à des menaces qui dépassent notre planète. Le climat terrestre est influencé par l'espace. Notre biosphère est fragile et la Terre elle-même a une date d'expiration. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a encore du temps pour nous adapter et préparer notre avenir. Si on se préserve, nous pourrons continuer à évoluer et prospérer. Si on développe la technologie nécessaire, on pourra peut-être coloniser d'autres mondes. L'avenir n'est pas écrit. Mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien, notre civilisation disparaîtra tôt ou tard. Et qui sait, peut-être qu'il faudra nous sauver de nous-mêmes. Alors oui, cette idée peut paraître assez abstraite au début, mais elle mérite qu'on s'y penche dessus. Depuis la révolution industrielle, les humains ont très vite progressé, à un point que l'humanité a atteint un niveau de développement technologique qui lui permet d'explorer l'espace, de manipuler le vivant et de créer des intelligences artificielles capables d'exécuter des tâches complexes. Mais ce progrès fulgurant, eh bien, elle soulève une question essentielle. Sommes-nous capables de maîtriser les technologies qu'on crée? Et si je pose cette question, c'est qu'en fait, certaines avancées pourraient nous mener vers un avenir radieux, alors que d'autres pourraient accélérer notre propre extinction.
Maintenant, on va explorer 3 grandes catégories de menaces technologiques qui pourraient mettre en péril l'humanité. Parmi elles, on retrouve bien sûr l'intelligence artificielle et les risques de perte de contrôle, les expériences scientifiques potentiellement dangereuses et les défis insurmontables de l'exploration spatiale. Mais on va prendre notre temps et commencer avec les risques liés à l'intelligence artificielle. Bon, histoire de poser les bases que tout le monde a. L'intelligence artificielle, c'est une révolution comparable à la découverte de l'électricité ou de la machine à vapeur. Aujourd'hui, elle est utilisée pour automatiser des tâches, gérer des industries et même prendre des décisions stratégiques. Mais une question fondamentale demeure. Si l'IA devenait plus intelligente que nous, serions-nous encore capables de la contrôler? Pour répondre à cette question, des gouvernements ont simulé des scénarios catastrophes liés à l'IA. Et parmi une centaine de simulations créées, seulement 3 scénarios sont récurrents. Le premier de ces scénarios serait le cas où l'IA deviendrait plus intelligente que les humains. Ici, on dit qu'elle aurait acquis une super intelligence. Concrètement, une IA dotée d'une intelligence dépassant toutes celles des humains réunis pourrait développer ses propres objectifs. Si ces objectifs ne sont pas alignés avec les nôtres, l'IA pourrait considérer l'humanité comme un obstacle à éliminer. Et au-delà de la vision Terminator de l'IA qui développe une super intelligence, il y a des cas où même aujourd'hui, l'IA pourrait détruire l'humanité. Pour que vous ayez l'image en tête, on va prendre un exemple bien précis. Par exemple, une IA chargée d'optimiser la production d'énergie pourrait finir par détruire l'écosystème pour atteindre son but, sans se soucier des humains. La destruction de l'humanité serait alors non pas causée directement par l'IA, mais par les actions qu'elle opère. Le deuxième scénario, qui est beaucoup revenu sur la table, est un monde où l'IA contrôlerait absolument tout. Et mine de rien, on y va de plus en plus en essayant d'automatiser le plus de choses possible, indispensables ou non. Dans ce cas-là, des gouvernements ou des entreprises pourraient confier la gestion des infrastructures critiques à des IA autonomes. Un bug ou une mauvaise programmation pourrait provoquer des catastrophes en cascade. Ça peut aller d'un effondrement financier à un crash énergétique ou même d'une guerre déclenchée par une mauvaise analyse. Par exemple, une IA militaire programmée pour détecter et riposter en cas d'attaque pourrait interpréter une fausse alerte et déclencher un conflit nucléaire. Et enfin, le troisième et dernier scénario retenu est celui de l'extinction de l'humanité par négligence. Alors oui, ça ressemble pas mal au premier scénario, mais en fait, pas tant que ça. Dans ce cas de figure-là, une IA avancée pourrait suivre des objectifs mal définis, menant à la destruction involontaire de la civilisation. Par exemple, une IA conçue pour maximiser la productivité d'une usine pourrait convertir toute la biosphère en matière première, sans se rendre compte qu'elle détruit l'humanité. Mais alors, comment éviter une catastrophe liée à l'IA? Et bien pour ça, il faudrait développer une IA alignée sur les valeurs humaines. Il faudrait aussi limiter son autonomie sur ses décisions critiques, comme par exemple des décisions militaires ou économiques. Et bien sûr, il faudrait mettre en place des protocoles de sécurité renforcés. Parce que si on échoue à encadrer le développement de l'IA, on risque de créer un système qui nous dépasse et nous élimine, volontairement ou non. Mais bon, on va clôturer ce chapitre sur l'IA pour aller voir une autre potentielle menace technologique qui pourrait détruire l'humanité, les expériences scientifiques incontrôlées. Parce que même si elles sont primordiales dans notre quête de la compréhension du monde qui nous entoure, les grandes avancées scientifiques ont souvent soulevé des peurs et des controverses. Et il est vrai que certaines expériences pourraient effectivement avoir des conséquences irréversibles sur l'humanité et la planète. Et ce type d'expérience ne concerne qu'un type de machine surdimensionnée et bourrée de technologie, l'accélérateur de particules. Mais est-ce qu'un accélérateur de particules représente une menace pour la Terre? Bon, on va quand même faire un rapide point sur ce que c'est. Les accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur de Hadron au CERN, permettent d'étudier les particules fondamentales de l'univers. Mais certains théoriciens ont exprimé des inquiétudes sur les dangers potentiels de ces expériences. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis leur création, les accélérateurs de particules suscitent certaines peurs, maintenant devenues populaires. Parmi ces peurs, on retrouve la peur de la création d'un trou noir microscopique qui avalerait la Terre, et celle de la formation de particules inconnues capables de détruire la matière. Mais ces peurs sont infondées et ont déjà été démenties par les scientifiques. Eh bien oui, parce qu'un trou noir microscopique, s'il apparaissait, s'évaporerait instantanément à cause du rayonnement de Hawking. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais le rayonnement de Hawking, c'est un phénomène théorique selon lequel les trous noirs émettent un faible rayonnement et finissent par s'évaporer avec le temps. Dans le vide de l'espace, des paires de particules apparaissent brièvement avant de s'annihiler. Près d'un trou noir, une particule peut tomber dedans tandis que l'autre s'échappe. Cette perte d'énergie fait que le trou noir rétrécit lentement jusqu'à disparaître complètement.
Et pour ce qui est de la peur sur la formation d'une particule pouvant détruire la matière, eh bien les scientifiques préfèrent rassurer tout le monde, en affirmant que l'univers subit des collisions bien plus puissantes chaque jour, avec des rayons cosmiques. Et que malgré tout ça, la Terre est toujours là. Donc bon, même si les risques semblent très faibles, il vaut mieux toujours encadrer ce type d'expérience. Mais il n'y a pas que dans le domaine de la physique qu'une expérience peut devenir incontrôlable. Il y a aussi dans le domaine de la biotechnologie. Eh bien oui, parce que je sais pas si vous le savez, mais depuis quelques dizaines d'années, on est capable de faire de la manipulation génétique. Les progrès en génie génétique permettent de modifier le génome humain, d'améliorer nos capacités physiques et même de créer de nouveaux organismes. Mais il y a des risques majeurs. Déjà, la modification apportée à un ADN, surtout humain, sont irréversibles. On pourrait ensuite créer et propager un virus ultramortel au minimum du même calibre du virus du Covid. Et bien sûr, il faut restreindre ou interdire à l'échelle mondiale l'utilisation de génie génétique à des fins militaires. Imaginez si vous créez une sorte de chimère à base de lions, tigres, gorilles, ours ou crocodiles, et que cette chimère soit viable et intelligente. Si en plus elle est capable de se reproduire avec d'autres espèces, elle est extrêmement dangereuse. Vous tenez là le potentiel d'un monstre qui mettra fin à l'humanité. Donc la biotechnologie est un outil puissant. Il doit être manié avec précaution pour éviter des dérives dangereuses. Ok, on souffle un peu et on retourne dans l'espace pour retrouver notre troisième et dernière grande menace qui nous concerne directement. L'incapacité à devenir une civilisation interstellaire. Toutes les civilisations finissent par disparaître si elles restent enfermées sur une seule planète. Si on veut survivre sur le long terme, il nous faudrait coloniser d'autres mondes. Mais à cette ambition se confrontent d'innombrables défis, comme par exemple le cas des distances, qui sont juste énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, Proxima Centauri, donc l'étoile la plus proche, est à 4,2 années-lumière. Avec notre technologie actuelle, un vaisseau mettrait des dizaines de milliers d'années pour l'atteindre. Et vient avec le défi de la distance, le défi de l'énergie, ou plutôt du manque d'énergie, parce que les fusées chimiques sont inefficaces pour aller au-delà de notre système solaire. Et bien sûr, on n'y pense même pas tellement c'est logique, mais il y a de grandes menaces pour la survie des humains dans l'espace. Que ce soit les rayonnements cosmiques mortels sur le long terme, les micrométéorites pouvant perforer les vaisseaux, ou encore les difficultés à créer un écosystème autonome pour voyager sur plusieurs générations. Rien ne sera facile pour l'homme dans l'espace, tout simplement parce que c'est pas son environnement naturel. Sans adaptation, un corps humain ne peut pas surmonter longtemps les radiations et les rayonnements cosmiques. Mais sortons d'un point de vue purement biologique et technologique. Pourquoi l'humanité pourrait échouer? Eh bien, elle pourrait échouer par exemple à cause d'un manque de coopération mondiale dû à des conflits politiques, mais aussi à la lenteur des progrès nécessaires par rapport à un danger imminent. Et bien sûr, ces deux critères ne sont viables que si elle ne s'est pas autodétruite avant de pouvoir quitter la Terre. En gros, si on ne parvient pas à devenir une civilisation interstellaire à temps, l'humanité disparaîtra avec la Terre. En gros, notre survie à nous-mêmes dépend d'un équilibre fragile entre progrès et destruction. La technologie nous a donné des outils extraordinaires, mais aussi des armes capables de nous anéantir. L'avenir dépend de notre capacité à gérer des dangers précis, comme encadrer l'intelligence artificielle, réguler des expérimentations scientifiques et investir massivement dans l'exploration spatiale. Aujourd'hui, on est un peu dans un tournant. Soit on évolue vers une civilisation avancée et interstellaire, soit on disparaît à cause de notre propre création. Une chose est sûre, l'intelligence humaine sera déterminante pour espérer donner un avenir à l'humanité. Et cette intelligence, eh bien il faut la travailler. L'emmener de plus en plus loin dans les mystères les plus profonds de l'univers. Et si on est seul dans l'univers, alors la disparition de l'humanité aura une portée colossale, parce que nous serions potentiellement la seule civilisation capable de comprendre et d'explorer l'univers. La responsabilité de notre survie en tant qu'espèce en serait décuplée. A l'inverse, s'il y a d'autres civilisations qui existent, deux scénarios émergent. Soit elles sont pacifiques. Dans ce cas de figure, on pourrait établir des contacts, échanger des connaissances, etc. Ce qui permettrait d'accélérer notre progression technologique et peut-être même notre expansion dans l'espace. Ou alors, elles sont hostiles. Et là, ce sera pas la même. Et certains scientifiques, comme Stephen Hawking, ont mis en garde contre l'envoi de signaux dans l'espace. Tout simplement parce qu'une civilisation avancée, voire plus avancée, pourrait nous voir comme une menace, ou même une ressource exploitable, et décider de nous anéantir, à l'image de ce qui est arrivé aux peuples indigènes lors des grandes explorations terrestres. C'est aussi pour ça que cette simple question, est-ce qu'on est seul dans l'univers, peut prendre des proportions assez démesurées, parce qu'il peut en aller de notre survie, en tant qu'espèce aussi. Et c'est aussi pour ça que des projets essayent de vérifier une possible vie extraterrestre, pour en identifier si elle peut être une menace
ou si au contraire, elle est pacifique et pourrait même nous aider à échapper à notre fin. Inéluctable si on reste sur Terre. C'est par exemple le cas du programme SETI, qui tente depuis des décennies d'intercepter des signaux provenant d'une éventuelle intelligence extraterrestre. Et jusqu'à présent, aucune preuve tangible n'a été trouvée. On est tout seul, perdu dans ce vaste étendue silencieux, renforçant alors l'idée que la vie intelligente est extrêmement précieuse et qu'il faut absolument la sauver. L'évolution de la vie intelligente sera un événement exceptionnel et extrêmement long à mettre en place. Ça nous permettrait de n'être que les prémices de la vie dans l'univers, ou bien sa seule trace dans ce vide hostile. Alors c'est vrai que c'est possible qu'il soit tout bonnement impossible à la vie d'apparaître dans l'univers, faisant de notre civilisation une magnifique exception. Eh bien, il y a une théorie qui parle de ça d'ailleurs, la théorie du grand filtre. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est un dernier objet qui pourrait impacter notre réalité et qui pourrait même nous faire disparaître. Et c'est bien sûr les trous noirs. Et plus précisément, ceux qui se trouvent autour. Alors en réalité, en plus du fait que les trous noirs sont de véritables aspirateurs cosmiques, largement incompris pour le moment, certains scientifiques pensent que des instabilités quantiques autour des trous noirs pourraient avoir des effets catastrophiques sur l'ensemble du cosmos. Bon, en gros, notre ignorance sur les lois ultimes de la physique pourrait cacher des dangers encore insoupçonnés. Mais est-ce qu'il existe vraiment un moyen pour nous d'éviter la fin? Est-ce qu'elle est inévitable? Si l'humanité veut survivre à long terme, elle doit cesser d'être une espèce monoplanétaire. La Terre est trop vulnérable aux catastrophes cosmiques et terrestres. La solution plausible, mais temporaire, serait de coloniser Mars. Parce qu'en fait, notre voisine rouge est la destination la plus réaliste pour établir une colonie humaine. Mais malgré tout, les défis sont immenses. Radiation, température extrême, absence d'atmosphère respirable, etc., etc. Mais ça ne freine pas Elon Musk et SpaceX qui visent une colonie autonome d'ici quelques années. Et si je dis que notre installation pourrait n'être que temporaire, c'est tout simplement parce que le Soleil deviendra une naine blanche. Elle n'aura probablement plus la force de retenir Mars de la même façon qu'elle la retient aujourd'hui. En gros, il y a beaucoup de chances qu'on doive quitter notre système solaire au moment où le Soleil entamera les dernières phases de sa vie. Mais pour aller où? Eh bien, ce serait pour aller emménager sur une exoplanète habitable. Il en existerait des milliers, et on en découvre chaque année. Certaines, comme celles dans les zones habitables, comme Proxima Centauri, pourraient être des refuges pour l'humanité. Le problème, c'est la distance. Plusieurs années-lumière nous séparent de la plus proche planète, potentiellement habitable. Ce qui ouvre de nouvelles problématiques sur le voyage spatial. Il faudrait des mégastructures et des habitats spatiaux pour ce genre de trajet long, de plusieurs années au minimum. Alors voilà, l'humanité pourrait disparaître de nombreuses manières, qu'elles soient cosmiques, terrestres ou technologiques. Mais malgré ces obstacles, l'humanité a la capacité de s'adapter et de se préparer à ces menaces. Encore une fois, l'avenir de l'humanité n'est pas figé. Il dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. En fait, l'histoire de l'humanité est une suite ininterrompue de défis et de transformations. Si on réfléchit à notre fin potentielle, ce n'est pas par fatalisme, mais pour mieux comprendre notre place dans l'univers et anticiper notre avenir. Notre destin est lié à notre capacité à comprendre et à interagir avec l'univers. Les grandes civilisations du passé ont disparu lorsqu'elles ont échoué à s'adapter à leur environnement. Nous, en tant qu'espèce, nous devons élargir notre horizon, au-delà de la Terre, comprendre les lois qui régissent le cosmos et apprendre à les utiliser à notre avantage. L'univers lui-même est en perpétuel changement. Alors pourquoi l'humanité y ferait-elle l'exception? Notre plus grand défi, c'est peut-être d'accepter que notre avenir ne sera pas nécessairement humain, mais qu'il portera toujours notre héritage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir celle-ci qui vous plaira tout autant. Sinon, si vous voulez être informé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'astronomie, je vous mets plein de récaps de l'actualité qui est dispo ici. Merci encore à Nayan d'avoir rejoint la chaîne. Vous pouvez vous aussi la rejoindre et bénéficier d'avantages exclusifs comme voir les vidéos en avance en cliquant sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Merci énormément à ceux qui le font, ça me soutient vraiment beaucoup, donc merci pour tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Zabrolos, à plus tard.